Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Toutes nos excuses pour les 5 minutes de retard. Je suis désolé, mais on va pouvoir commencer. Donc nous allons parler ce matin avec vous du comité des experts, qui est le dernier dispositif de Silmonext Futurology, donc qui a été inauguré l'année dernière. Et la première année vient de s'écouler et on est là pour vous en faire une petite restitution. Alors déjà peut-être en amont vous faire un petit récap de ce qu'est Silmonext et surtout l'espace Futurologie. Donc c'est un espace qui existe depuis 2018 maintenant et c'est vraiment une volonté du Silmo d'offrir cet espace pour permettre aux opticiens et plus généralement aux professionnels de l'optique de pouvoir anticiper les grands mouvements, les possibles révolutions qu'il va y avoir sur notre secteur et notamment dans le domaine de la technologie. Donc on invite des startups qui sont en phase de développement ou qui viennent juste d'amener leurs produits à maturité. On les invite à présenter, à faire tester ces produits-là parce que demain, en tout cas, on pense qu'il y a une possibilité que ces produits se retrouvent dans un circuit de distribution optique. Le comité des experts, donc comme je vous le disais, c'est le dernier dispositif. Il a été inauguré l'année dernière en live sur l'espace Futurologie. Il y aura d'ailleurs cet après-midi à 15 h une nouvelle réunion qui va s'y tenir et je vous invite à venir y assister, bien entendu. Et ce comité, qu'est-ce qu'il fait? L'idée, c'est de se rencontrer entre experts pour discuter, on va dire, de grands mouvements, de grandes tendances, de grandes problématiques plutôt, que notre secteur va rencontrer. Donc évidemment, on pense aux innovations technologiques, innovations notamment de rupture. On pense à tout ce qui concerne la RSE, enfin la responsabilité sociétale des entreprises, responsabilité environnementale et les nouveaux usages. Et évidemment, innovation technologique induit de nouveaux usages et de nouveaux usages nécessitent des nouvelles technologies. Donc c'est quelque chose qui va assez vite et c'est justement le sujet de nos discussions au sein du comité. Vous le connaissez peut-être, donc François, c'est un journaliste spécialiste de la technologie depuis pas mal d'années maintenant, qui anime la quotidienne de Tech & Co donc tous les jours, et qui nous a fait d'une part le plaisir d'être avec nous toute cette année, et qui a accepté pour 2025 d'être notre ambassadeur. Donc vous avez devant vous le nouvel ambassadeur. François. Je suis flatté, Sébastien. Bonjour à tous. Et donc François, on t'a eu avec nous pendant un an. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as d'une part découvert et puis plus généralement de ce que tu as découvert en termes de technologie? Parce qu'en fait, c'est un milieu qui bouge très très vite. Merci Sébastien déjà pour l'invitation et je suis très flatté d'être avec vous ce matin. Alors moi, en tant que journaliste, j'observe et j'essaie de raconter les histoires que je perçois et qui, surtout dans le domaine de la technologie, seront peut-être notre quotidien demain. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est dans le domaine de, évidemment, l'optique, mais je parle de santé, je parle d'agriculture, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup des GAFAM, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que en étant dans tous les domaines, j'ai un peu de recul peut-être par rapport à toi et à toute la profession en fait de l'optique sur des tendances qui arrivent. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit l'arrivée évidemment de technologies qui mettent en avant notre capacité à regarder les choses. Alors ça a commencé il y a plus de 10 ans avec les masques de VR, qui ont eu du mal à décoller, on l'a vu et on en parle souvent. C'est vrai que les premiers masques de réalité virtuelle n'étaient pas tout à fait réussis, ils étaient lourds, ils pouvaient donner des maux de tête, etc., etc. Puis on voit que là, pendant ce temps-là, il y a eu un énorme progrès technologique. J'en veux pour preuve Apple, qui l'année dernière a annoncé son Vision Pro. Le Vision Pro, tu le connais, tu l'as testé, est arrivé début d'année un peu partout dans le monde. Il est sorti en France, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est peut-être l'an 1 de ce type de technologie. Parce que si Apple s'intéresse à ce genre d'innovation, c'est qu'ils vont mettre le paquet. Première valorisation boursière mondiale. Ils ont beaucoup de moyens pour imposer en fait leur technologie. Et on peut, à ce moment-là, un peu fantasmer, imaginer le futur. D'autant qu'il y a d'autres acteurs importants dans ce domaine-là qui se lancent là-dedans. On parle de Meta, qui, avec Mark Zuckerberg, qui en est le patron, investit des dizaines de milliards par an
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des dizaines de milliards par an dans l'intelligence artificielle et dans le futur en fait, des lunettes et de la réalité virtuelle. D'ailleurs, Meta a créé une entité qui s'occupe que de ça, qui est basée à Seattle. C'est un labo incroyable où tu as les meilleurs experts au monde qui imaginent en fait les technologies de demain. Et c'est vrai que quand moi je vois tout ça un peu de l'extérieur, en tant qu'observateur, je me dis, waouh, c'est intéressant, mais ça va aussi impacter la profession de l'optique. C'est forcément, et ici dans ce salon, il va avoir des impacts, obligatoirement. On le voit, Meta a sorti sa deuxième génération de paires de lunettes, les Meta Ray-Ban, qui commencent vraiment à avoir non plus un succès d'estime, mais un vrai succès. Il s'en est vendu plus d'1 million. Et on est à l'an zéro de tout ça. Hein. Je vous rappelle que la première paire de lunettes Meta, c'est une paire de lunettes qui peut être, alors qui ressemble à des Ray-Ban, qui est fabriquée en collaboration avec EssilorLuxottica, et qui ressemble à une vraie paire de Ray-Ban. Vous les voyez, vous les chaussez. Franchement, si vous ne faites pas attention, vous avez l'impression d'avoir devant vous quelqu'un qui a une paire de lunettes de soleil traditionnelles. Sauf qu'elles intègrent énormément de technologie, entre les capteurs photo, des petits haut-parleurs à l'arrière, et la deuxième version intègre de l'intelligence artificielle, puisque Meta, comme je disais tout à l'heure, investit beaucoup d'argent là-dedans, et ça donne des scénarios qui commencent à entrouvrir le futur. L'IA au service de lunettes, ça va être par exemple d'analyser votre environnement et de vous envoyer des informations par les petits haut-parleurs qu'il y a dans les branches. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous êtes ici, vous voyez une marque spécifique de lunettes que vous ne connaissez pas. Je prends par exemple Hong Kong HK-TDC et vous voulez avoir des informations. Eh bien, vous fixez simplement le stand, vous posez la question et on va vous dicter des informations supplémentaires sur ce que vous êtes en train de voir. Ça, c'est une étape. Imaginez les traductions, imaginez des interactions globales avec ça. Et on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être comment arriver à avoir de l'affichage dans des verres de plus en plus fins, dans des paires de lunettes de plus en plus fines. Alors, on n'y est pas encore, parce qu'on n'arrive pas à miniaturiser tout ça, mais c'est qu'une question de temps, d'années. Et on peut imaginer que dans 5 à 10 ans, c'est ce que dit Mark Zuckerberg, le patron de Meta, et on peut se dire que quand il parle, il ne dit pas de bêtises, parce qu'il a une vraie roadmap, un vrai calendrier de ce qui va arriver. Il dit que dans 5 à 10 ans, on aura des lunettes qui seront intelligentes, bourrées de capteurs, avec des processeurs, avec des caméras, avec une interaction qui sera complètement fluide grâce à l'IA, qui sera connectée au smartphone ou non, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait de la connectivité 5G ou 6G directement dans les lunettes. Il a d'ailleurs annoncé que l'objectif était à terme de remplacer le smartphone par une paire de lunettes. C'est ça. Parce qu'il faut bien comprendre que le smartphone, aujourd'hui, on est arrivé à une espèce de plafond de verre. Le smartphone, ça fait des années qu'il n'évolue plus. Alors oui, on a un meilleur capteur photo, on va avoir plus de rapidité, on va avoir un écran un peu plus joli, etc. etc. Mais finalement, ce sont des innovations incrémentales qui n'apportent pas grand-chose. Il y a le pliant qui arrive, qui commence à être intéressant et qui peut permettre des usages un peu plus élaborés. Mais il faut penser au futur. Et le futur, c'est la montre, la bague, on pense aussi à des bagues connectées, mais surtout les lunettes, parce que les lunettes, elles sont proches de plein de sens humains, les oreilles et les yeux. Et donc, c'est pour ça que tous ces géants américains investissent beaucoup d'argent sur le futur de la manière dont on va communiquer, et ce sera a priori avec des lunettes, même si ça ouvre des débats intéressants, éthiques, j'allais dire même philosophiques, sur notre manière d'interagir avec les gens. Parce que demain, vous avez une paire de lunettes qui va vous apporter des notifications sans cesse, vous solliciter sans cesse. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc ça ouvre des perspectives réjouissantes, ça pose des questions aussi. Donc voilà, et je suis très heureux d'essayer de défricher le terrain avec vous sur tous ces sujets. Les thématiques que nous avons abordées durant l'année, en fait, François les a très bien décrites. On a parlé évidemment de technologie et donc de lunettes intelligentes et de réalité augmentée.
réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle. Je ne sais pas si c'est des termes que vous avez entendus d'ores et déjà, mais c'est des termes avec lesquels vous allez avoir à travailler parce qu'ils vont petit à petit vraiment s'immerger dans votre quotidien. C'est peut-être pas mal aussi de réexpliquer tout ça, parce que c'est vrai que nous, on baigne là-dedans, mais... Et ce n'est pas nécessairement concret, effectivement, pour c'est tout le ça, monde. c'est quoi la réalité augmentée, c'est quoi la réalité mixte, c'est quoi la réalité virtuelle? Alors, par exemple, la réalité augmentée, c'est vous amener dans votre champ visuel des informations statiques. En surimpression de ce que vous voyez. C'est ça. Donc vous avez, par exemple, sur votre paire de lunettes, vous avez votre paire de lunettes, vous voyez à travers, et là j'ai l'heure, par exemple, j'ai des notifications qui peuvent arriver. Un peu comme Terminator 2. Exactement. On voit qu'il y a des petites informations. C'est exactement ça, qui viennent en surimpression. La réalité virtuelle, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, c'est on met un casque qui est totalement occultant et vous êtes dans un environnement qui est totalement digital et c'est très immersif forcément et vous avez vraiment l'impression d'être dans un nouvel univers. Bon, par contre, c'est un casque qui est un casque fermé. Et vous avez la réalité mixte. Et la réalité mixte, c'est vraiment une technologie de rupture, c'est le Graal, parce que c'est en fait des objets en 3D ou pas, qui sont effectivement en surimpression, avec lesquels vous pouvez interagir. C'est contextuel, ça reste en place. C'est-à-dire, par exemple, là, je regarde et j'ai des infos qui viennent se mettre sur chaque stand. Si je bouge, elles restent là et je peux interagir avec, je peux prendre une notification, je peux l'attraper, j'ai une détection de mes gestes. Et ça, c'est des technologies qui existent déjà. La vigilance est de mise, entre guillemets, parce que je pense que vous êtes tous au courant de cette information qui est Meta, qui prend une participation au sein d'EssilorLuxottica, qui a annoncé un partenariat d'une dizaine d'années, donc jusqu'à horizon 2035, et qui, semaine prochaine, va présenter une nouvelle version de la Ray-Ban Meta qui va intégrer de la réalité augmentée. Donc c'est quelque chose de très sérieux et aujourd'hui vous avez un groupe des lunetiers traditionnels qui sont en train de prendre en fait ce train et même de s'imposer en tant qu'acteur majeur parce que comme tu l'as dit François, c'est 1 million déjà vendus de Ray-Ban Meta en un an, en un peu moins d'un an, c'est une belle performance. Et je crois que même Mark Zuckerberg a été surpris de ce chiffre. Il ne s'attendait pas à avoir autant de succès avec cette paire de lunettes. Et en fait, il n'arrive pas à fournir la demande. Non. Donc ça veut dire qu'il pourrait même en vendre plus. Donc il y a un marché qui aujourd'hui, ça y est ouvert à ça. La question, c'est l'opticien. Et donc là, on arrive finalement à un autre topic dont on a beaucoup discuté, c'est la formation professionnelle des opticiens. Qui, si l'opticien demain souhaite travailler des produits de ce type, il va falloir faire évoluer sa formation parce que son métier va profondément se transformer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de transformer des verres optiques, de tailler des verres, de les monter dans une paire de lunettes. Ce n'est pas des choses sur lesquelles l'opticien aura à intervenir ou finalement assez peu, mais il y aura par contre toute la maintenance électronique. Il y aura la connaissance des fonctionnalités, il y a l'accompagnement du client. Et donc ce métier, il va se transformer. Et aujourd'hui, le métier, la formation, elle ressemble plus à la formation des opticiens il y a 20 ans que celle à quoi elle devrait ressembler dans 20 ans. Et il y a vraiment un grand pas et un gros effort à faire de ce côté-là. Et donc l'idée aussi du comité des experts, c'est sensibiliser les écoles et la profession pour justement, en tout cas, décider. Il y a quand même des signes qui sont aussi encourageants. C'est-à-dire, par exemple, la Ray-Ban Meta, elle a été principalement distribuée en retail, donc chez l'opticien. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement encourageantes. Ça veut dire que l'opticien, il est capable de les vendre et que le client est capable d'aller chez l'opticien pour se fournir du produit. Il faudra voir la semaine prochaine ce qui va être annoncé avec un produit qui intègre de la technologie peut-être dans le verre et voir les canaux de distribution qui sont envisagés. Parce que ça va être un signe aussi de la stratégie que va vouloir mener Meta, par exemple. Un autre topic quand même qui est corollaire, c'est qu'on a tendance à oublier, c'est aussi les enjeux environnementaux. C'est-à-dire que d'abord, quand on intègre de la technologie dans un produit lunette qui est quand même voué à corriger, à apporter une prescription médicale, vous avez un cycle de vie des différents éléments qui n'est pas nécessairement le même entre les parties électroniques, la partie logicielle et puis la partie tout simplement verre optique, prescription. Et donc il va falloir penser justement à une évolution par partie, une réparabilité pour qu'on n'ait pas un produit qui soit un produit, on va dire,
unibody, pardon pour l'anglicisme, mais qui ne soit pas juste une coque et que on soit obligé de jeter, changer si l'électronique est défectueuse, si on doit faire une mise à jour logicielle ou si tout simplement on doit changer sa paire de lunettes optiques. On a aussi beaucoup discuté parce qu'on a toujours tendance à penser que la digitalisation aide en fait à être plus propre en environnement, mais on a aussi beaucoup parlé justement des fermes de serveurs et notamment d'IA et les impacts environnementaux que ça a parce qu'ils sont réels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une problématique notamment de refroidissement de ces fermes de serveurs parce que c'est un volume de données énorme qui est traité. Et donc il y a aussi peut-être un axe à avoir pour utiliser l'IA quand elle est vraiment très pertinente et surtout sur l'objet et pas avoir des échanges en fait permanents de données. Donc tout ça sont des thématiques qu'on a eu l'occasion de discuter. Le rôle des opticiens, on l'a un petit peu dit avec François là, le rôle des opticiens aujourd'hui, c'est aussi un peu aux opticiens de le définir. Nous, on pense que l'opticien, il peut se trouver vraiment au cœur de cette révolution. Pourquoi ? Parce que d'abord, on voit quand même qu'il y a une tendance très forte d'unification des sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les paires de lunettes, et notamment qui intègrent de l'électronique, de plus en plus traitent la vision, mais aussi l'audio. Et que c'est des sens qui commencent à être vraiment unifiés. On peut presque parler en fait de l'opticien de demain, c'est peut-être un spécialiste des sens. Et donc, il peut se retrouver au cœur de ce dispositif-là, parce qu'à partir du moment où il va être capable d'embrasser, comme tu le disais, la technologie, la comprendre et s'y former. Si jamais il ne le fait pas, peut-être le cœur du dispositif, il se trouvera peut-être plus chez les GAFA, mais sur la fonctionnalité qui est la fonctionnalité autour, et donc l'IA. Et ça, ce serait pour le coup un vrai danger pour la profession d'opticien. Parce que comme on le disait, en paire de lunettes, des multipropriétaires de dispositifs, évidemment, il y en a, mais vous avez quand même l'essentiel des porteurs qui aujourd'hui ont une paire de lunettes. Si demain, c'est une paire de lunettes électroniques et qu'elle ne passe pas par le canal de distribution de l'opticien, c'est un client qui est perdu. Et du coup, c'est peut-être aussi beaucoup de boutiques qui n'auront plus la clientèle suffisante pour rester en place. Donc, il y a une vraie urgence, en tout cas, de se poser ces questions-là. C'est vraiment ce qui est ressorti de ce comité. C'est vraiment une alerte. On vit un moment charnière. Encore une fois, Meta et l'association Meta et EssilorLuxottica doit être vraiment un indicateur. C'est le coup de départ. C'est là, vous avez le coup de feu qui est tiré et la course qui est partie. Mais comme on est joueur, on se dit que ce produit, on pouvait le faire aussi. Essayez de vous montrer la paire de lunettes de dans 10 ans. Alors cette paire de lunettes, vous savez que ce soir, vous avez les 30 ans du Silmodor. Et peut-être que pour les 40 ans du Silmodor, c'est cette paire de lunettes ou ce type de paire de lunettes qui remportera le Silmodor de l'innovation. C'est le quotidien. C'est-à-dire dans 10 ans, c'est peut-être même loin. Parce qu'en fait, en vrai, si vous avez des acteurs qui prennent en main les technologies et les fonctionnalités, ils sont capables de le faire dans 5 ans. Ça, c'est une question d'investissement. Exactement. Et d'argent. Ce produit, il s'appuie sur des technologies qui sont des technologies existantes, pertinentes, à juste à optimiser en termes de form factor. Le form factor, là, c'est vrai qu'on est sur une 3D, c'est pas très concret, mais attention, mesdames et messieurs, le Silmo vous présente le projet Cocoon que vous pourrez venir voir en réel, histoire de vous rendre compte du form factor, de ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est une paire de lunettes. Alors cette paire de lunettes, elle fait quoi et pourquoi elle est importante ? Pourquoi est-ce qu'on a concrétisé nos discussions du comité des experts par cet objet ? En fait, on est assez convaincu, en tout cas au comité, qu'il va y avoir un moment où vous avez l'objet lunette et l'objet casque de réalité mixte, tel que l'Apple Vision Pro par exemple, ça va se rejoindre, ça va tendre. Ça va tendre parce que fonctionnellement, un Vision Pro, c'est extraordinaire. En tout cas pour une partie de la journée. Et que finalement, son plus gros frein, ça ressemble à un masque de ski, quoi. Et qu'on n'a pas du tout envie de se trimballer avec ça sur la tête. C'est le poids aussi, le poids et le prix. Alors, exactement. C'est aujourd'hui qui sont un certain nombre de freins. Après, c'est vrai que le prix, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs sur le Vision Pro. C'est que vous avez un produit qui est vendu de mémoire quelque chose comme 3 500 €. Et pour 150 € de plus, c'est une option, vous l'avez à votre vue. C'est-à-dire que là, la mise à la prescription, c'est juste une option. Et c'est une option qui en plus coûte pas cher par rapport au prix du casque.
Et donc c'est un changement de paradigme quand même pour le consommateur. C'est-à-dire qu'il vient acheter des fonctions et il l'adapte à son ergonomie, il adapte la mousse à la taille de son visage et de la même manière, il adapte les oculaires à sa prescription. Et tout ça est fait directement en Apple Store. Donc c'est questionnant. Elle intègre de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que l'IA, c'est des technologies qui aujourd'hui sont des technologies de rupture. Encore une fois, allez voir sur l'espace Futurologie les produits qui s'y trouvent, qui intègrent de l'IA. Ça change l'objet. C'est, si vous voulez, ce que tu disais, François, tout à l'heure, est vraiment super intéressant parce que oui, le smartphone, il est arrivé à une certaine maturité. Et en fait, imaginez juste la transformation du smartphone en l'amenant sur une paire de lunettes. Oui, ok, oui, c'est déjà chouette. C'est ce que veulent les GAFAM en tout cas pour vous. Hein, ils veulent vous amener les infos de votre smartphone. Mais en y intégrant de l'IA, et notamment l'IA sur le visage, là, ça change tout. Parce qu'en fait, l'IA, elle est capable de comprendre exactement où vous regardez et donc de vous apporter des informations contextuelles. C'est de l'IA générative. Elle est capable d'interagir avec vous. Elle est capable de comprendre ce que monsieur dit alors que je ne parle pas sa langue et de me le transcrire en temps réel, en fait, comme si, avec sa voix, mais comme s'il parlait dans la mienne. Donc ça, c'est des technologies qui sont vraiment des technologies de rupture, des technologies d'usage. Et c'est aussi ça qui va pousser les consommateurs justement à adopter ces technos. L'autre question aussi qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce futur, il est souhaitable ? Et là, c'est pas on n'apporte pas cette réponse. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une envie, c'est juste effectivement un faisceau qui fait que on peut arriver là. Si vous voulez mon avis, c'est quelque chose qui est quand même, en tout cas questionnant, parce qu'effectivement, vous n'allez voir la réalité, percevoir la réalité qu'à travers un filtre. Et donc, ça n'est pas la réalité. C'est le mythe de la caverne de Platon, c'est un truc que je dis souvent, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez voir uniquement finalement ce que un fournisseur de services va penser qu'il est bon pour vous de voir. Et donc c'est questionnant, c'est évidemment questionnant. Et l'opticien, jusque-là, sa profession, c'était quand même de permettre, non pas de sublimer le réel, mais de le percevoir le plus finement possible, dans toute sa beauté, toute sa laideur. On perçoit le réel le plus finement possible. Et là, on s'oriente vers des produits qui finalement vont, eux, transformer le réel le mieux possible. Est-ce qu'on a envie d'aller là ? Je vous laisse répondre à cette question. En mon fort intérieur, moi je sais, mais c'est à vous, c'est vraiment à vous qu'on livre en fait cette réflexion pour que vous puissiez vous positionner. Pour le coup, on pense que l'IA, aujourd'hui, elle est déjà très présente. Demain, elle sera omniprésente, elle sera partout, et donc elle doit être présente dans les produits lunettes. Et quand on voit déjà le niveau d'intégration, la performance de l'IA qu'on a déjà dans les produits, on se dit qu'à 5 ans ou à 10 ans, ce sera juste indispensable et on n'imagine peut-être même pas encore les usages qu'on pourra avoir. On n'imaginait pas, il y a 3 ans, on n'imaginait absolument pas ce que ChatGPT faisait il y a 1 an et ce qu'il fait maintenant, quoi. Voilà. Donc je vous invite à découvrir. François, je me permets de te remercier à nouveau chaleureusement pour... Merci Sébastien, merci à vous. Et c'est un plaisir de t'avoir en tant qu'ambassadeur cette année. Donc le comité des experts, concrètement, c'est des réunions tous les 2 mois sur des sujets qui sont des sujets très spécifiques. Et l'idée, c'est 1 fois par an sur le CILMO, vous en faire une restitution pour vous permettre de vous tenir au courant et d'orienter votre business de la manière qui vous semble la plus pertinente et la plus stratégique.